Il naît dans la touffeur d'un village de plaine, Tenoco, État de Corrèdes. Le 2 novembre 1961, un nom tombe sur la poussière comme un défi. Cliver Antonio Alcalá Cordonès. L'enfant respire l'odeur du maïs, des bêtes, de la terre chaude. Autour de lui, le Venezuela apparaît lointain, immense, éclaté entre montagnes, forêts et villes fébriles. Il ne sait pas encore que son existence va se tisser dans les couloirs secrets de l'armée, puis dans les ombres plus épaisses des services étrangers. Il grandit. Le pays s'agite. Les rumeurs de coups d'État, de guérilla, de pétrole et de misère traversent les postes de radio. Lui choisit le sentier de fer de l'uniforme. Il entre dans l'armée vénézuélienne comme on pénètre dans un temple, avec une foi encore naïve, mais brûlante. Les années s'enchaînent. Les bottes claquent, la voix des instructeurs lacère l'air, la discipline polit les angles d'un caractère têtu. Cliver avance. Il grimpe les degrés hiérarchiques comme d'autres gravissent des falaises. Unité après unité, poste après poste. La guerre ouverte ne vient pas, mais la tension est partout, aux frontières, dans les casernes, dans les rues de Caracas. Les promotions tombent. Un jour, son grade pèse lourd sur ses épaules. Major général. Mayor général de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FANB, l'ossature armée du Venezuela. Le lieutenant-colonel rebelle devenu président parle de révolution, de Bolivar, de justice pour les pauvres. Dans ce cyclone politique, Cliver se tient tout près du centre. La proximité s'affiche au grand jour. Il serre la main du commandante, écoute ses discours enflammés, reprend ses mots devant ses troupes. Il devient l'un des hommes de l'appareil militaire chaviste, là où se noue la fusion entre caserne et palais. Les années 2000 s'ouvrent comme une ère de promesses et de fractures. Cliver reçoit des commandements clés. On lui confie la 4e division blindée, force de métal et de feu, puis la guarnición de Maracay, en Aragua. Les chars ronflent, les blindés défilent, les soldats le saluent. Dans les salles d'état-major, les cartes se déploient, les régions se découpent. On prononce un autre sigle, plus vaste, plus stratégique, REDI. Región Estratégica de Defensa Integral, Guayana. Une région immense, riche de fleuves et de minerais. Cliver y commande, pèse, incarne l'autorité bolivarienne armée. Pour le pays, il est l'image du soldat loyal à la révolution. Pour les caméras, il défend la révolution bolivarienne sans nuance. Les micros se tendent. Il parle de l'héritage de Bolivar, de souveraineté, de peuple en armes. La foi chaviste coule dans ses déclarations publiques. Mais sous la surface, le Venezuela change. Le temps passe. Chavez vieillit, tombe malade. Le 5 mars 2013, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre qui ne s'éteint pas. Hugo Chavez est mort. Le pays se fige. Les foules pleurent. Les officiers se regardent. Les ambitions se réveillent, silencieuses, glacées. Un autre homme s'avance alors pour saisir le sceptre. Nicolás Maduro. Le 14 avril 2013, il est élu président. La révolution chaviste entre dans une seconde phase. Plus dure, plus fermée. Les forces armées deviennent la colonne vertébrale d'un pouvoir qui s'accroche, qui se protège, qui cherche un nouvel équilibre. La FANB se répand dans la sphère civile. Les uniformes envahissent les ministères, les entreprises publiques, les gouvernorats. Officiers en treillis, en costume, en cravate. Les ONG, les chercheurs, les observateurs notent le phénomène. Le Venezuela militaire ne se contente plus des casernes. Il s'installe au cœur de l'économie, de la gestion quotidienne, du commerce même de la nourriture. Les structures se raffermissent. Le Commando Estratégico Operacional,
le CEO-FANB, s'impose comme cerveau de la machine armée. Les REDI, dont Cleaver connaît intimement les rouages, s'affirment comme les bras territoriaux du pouvoir. Les cartes stratégiques s'illuminent de zones, de lignes, de couloirs. Mais une autre lumière, plus sombre, apparaît aux marges de cette montée en puissance. À Washington, dans les bureaux feutrés de la DEA et du Trésor américain, les dossiers s'empilent. Les noms de responsables vénézuéliens s'inscrivent sur les listes de sanctions, dans les rapports de renseignement. OFAC gèle des avoirs, la DEA enquête. Les premières accusations de narcotrafic, de corruption massive, de liens ambigus avec les groupes armés colombiens s'abattent sur le cercle chaviste. Un mot nouveau, lourd, prend forme dans la presse, dans certains actes judiciaires américains. Cartel de Los Soles. Le cartel des soleils. Les sols, ces petits soleils qui ornent les épaulettes des généraux vénézuéliens, deviennent symboles suspects. Ils ne désignent plus seulement un grade, mais, prétend-on, une confrérie sombre. Des officiers supérieurs, supposément impliqués dans le trafic de cocaïne, profitant de leur pouvoir pour faire circuler la drogue à travers un Venezuela poreux, troué de routes clandestines, de pistes clandestines. Cleaver, lui, reste, dans ces années-là, un général du système. Un homme de confiance de la Révolution. Son nom circule déjà dans certains articles, liés au réseau militaire, aux zones de contrebande. Mais rien n'est encore gravé publiquement par la justice américaine. Le temps du choc judiciaire n'est pas venu. Avec Nicolás Maduro, la relation se fissure. Dans les couloirs, on murmure que certains généraux ne supportent pas le nouveau style, ni la manière dont le pouvoir se serre autour de quelques figures. Les saisons 2013-2014 passent. Cleaver se voit poussé vers la sortie, mis à la retraite. Ses commandements se dissipent, ses accès se réduisent. La hiérarchie militaire, où il régnait, se referme sans lui. Le major général sent la porte se claquer. Il n'est plus au cœur, il glisse vers la marge. Le pouvoir lui retire ses commandements, l'écarte du cercle intime, l'enferme dans un statut de vétéran gênant. Cette mise à la retraite, que la presse note, marque la fin officielle de sa carrière militaire. La fin de l'uniforme. Mais pas la fin de son combat. À partir de 2015, sa voix traverse les frontières numériques et médiatiques. Il accorde des interviews. El Nacional, NTN 24, des médias colombiens, d'autres encore. Il raconte un autre récit, celui d'un chaviste qui reste fidèle à Chavez, mais qui accuse Maduro de trahir l'idéal originel. Il parle de dérive autoritaire, de corruption, de pourriture au sommet. Il accuse le palais de Miraflores de sombrer dans les tentations du narcotrafic, de s'acoquiner avec les FARC, de s'éloigner du peuple. L'ancien général devient chaviste critique, une figure ambiguë, assez proche du mythe originel pour parler avec autorité, assez éloigné du pouvoir actuel pour devenir un danger. Dans les studios et les journaux, il décrit un régime dévoré par les cartes de cocaïne, les valises de billets, les cargaisons invisibles qui franchissent le pays. Les routes mènent vers l'ouest, vers la Colombie, Barranquilla, côte Caraïbes, chaleur moite, vent salé. Là, dans cette ville, Cleaver s'installe. Pas dans la clandestinité complète. Il vit avec une visibilité relative. Des reportages colombiens et vénézuéliens le décrivent comme résident connu. Il répète qu'il est là avec la connaissance des autorités colombiennes, sans mandat d'arrêt qui le menace. Caracas le maudit, mais Bogota ne l'arrête pas. Pas encore. En exil, il devient un aimant pour les mécontents en uniforme. Des militaires vénézuéliens dissidents, des opposants exilés, des figures qui rêvent d'un soulèvement armé contre Maduro le cherchent. Ils viennent avec des propositions, des plans, des illusions de reconquête. Ils veulent renverser le président qui, selon eux, a détourné la révolution.
La DEA, habituée à pister les routes de la cocaïne en Amérique latine, poursuit ses enquêtes. Elle travaille, comme souvent, avec le DOJ, les services de renseignement, des agences qui tissent un réseau mondial. Elle surveille les flux, les avions, les bateaux, les comptes offshore. Les districts fédéraux s'allument comme des phares dans la nuit judiciaire. Southern District of New York, Southern District of Florida. Des procureurs fédéraux y bâtissent des dossiers contre des responsables vénézuéliens, civils et militaires, liés au narcotrafic supposé. Les mots narcoterrorisme et conspiration pour importer de la cocaïne gagnent les actes d'accusation. Dans ces documents, les FARC colombiennes surgissent comme partenaires de l'ombre. On raconte des alliances secrètes entre guérilleros et officiels vénézuéliens. Les cargaisons partiraient des jungles, traverseraient le Venezuela, se disperseraient vers les Caraïbes, atteindraient les rivages des États-Unis. La justice américaine dresse un schéma où le pouvoir chaviste devient partie prenante d'un vaste réseau criminel. Dans ce dispositif, avant 2020, le nom de Cleaver circule déjà dans les investigations médiatiques sur le cartel de Los Soles. Des articles, des chroniques d'investigation le citent. On le place parmi les officiers supérieurs suspects. Mais, dans les grandes annonces officielles du DOJ contre Maduro, son nom n'apparaît pas encore en lettres de feu. L'acte d'accusation publique qui le vise directement n'est pas encore brandi. À Washington comme à Bogota, la notion d'informateur est familière. Dans les couloirs de la DEA, l'expression « confidential source » fait partie du vocabulaire quotidien. Des trafiquants repentis, des intermédiaires fragiles, des acteurs double face travaillent avec les agents américains en échange de protection, de réduction de peine. Le système judiciaire américain connaît 1000 nuances de collaboration. Cooperating Defendant, Plea Agreement, Cooperating Witness. Chaque terme désigne un pacte tacite entre le crime et la loi. Autour du nom de Cleaver, les murmures s'épaississent. Des articles, en espagnol comme en anglais, suggère que l'ancien général aurait parlé, qu'il aurait livré au moins une partie de ce qu'il sait aux agences américaines, peut-être la DEA, peut-être d'autres. Des rencontres en Colombie sont évoquées, des rendez-vous dans des hôtels, des bureaux discrets. Rien n'est officiellement confirmé. Aucun document judiciaire ne vient graver cela dans le marbre. Mais le soupçon flotte, obstiné. À Caracas, le gouvernement de Nicolás Maduro tient une arme de propagande commode. Cleaver, déjà traité de traître pour ses déclarations, devient la figure idéale du conspirateur vendu aux étrangers. Quand, plus tard, des armes seront découvertes en Colombie, son nom deviendra symbole officiel du complot permanent. Il sera l'exemple du militaire qui trahit la patrie, du général passé à l'ennemi, instrument d'une guerre de déstabilisation orchestrée depuis la Colombie et les États-Unis. Dans l'opposition, la figure de Cleaver trouble les stratégies. Certains voient en lui un atout militaire, un homme connaissant le cœur de la FANB, capable de rallier des unités, de mener un soulèvement. D'autres se méfient, l'accusent d'être compromis, de porter sur lui le soupçon de corruption, de narcotrafic. Ses liens avec des proches de Juan Guaidó, autour de projets d'insurrection armée, deviennent une source de tensions internes. Faut-il s'allier à un général controversé pour renverser Maduro au risque de salir la cause? Ou faut-il le tenir à distance, au risque de perdre un outil potentiellement décisif? Pour les États-Unis, la figure de Cleaver porte une double dimension. D'un côté, il est un nom parmi d'autres dans la vaste campagne judiciaire visant des responsables vénézuéliens liés au trafic de drogue. De l'autre, il est un possible passeur d'informations, un couloir vers les secrets de la FANB, les relations du régime avec les FARC, les circuits de la cocaïne. Washington cherche la pression maximale, sanctions, inculpations, soutien à l'opposition et, en arrière-plan, exploitation de sources internes au régime.
Jusqu'où Quiver Alcalá Cordonès, enfant de Tenoco devenu major général, est-il allé dans ce double jeu? Où s'arrête le soldat fidèle? Où commence le conspirateur? Où se niche l'informateur? Dans l'ombre des salles d'interrogatoire, dans le secret des câbles diplomatiques, une réponse existe peut-être déjà. Mais dans la lumière, devant l'histoire, le récit s'arrête ici, en suspens. Au bord du gouffre. Là où les destins militaires, les calculs géopolitiques et les pactes silencieux des agences se rencontrent pour sceller le sort d'un homme. Et, à travers lui, celui d'un pays en chute libre, livré au vent contraire de la révolution, du narcotrafic et de la justice étrangère.